spectateurs et auditeurs de Baobab FM, bonsoir. Aujourd'hui, votre émission préférée Baobab Talk Show se manifeste sous une autre facette. Une autre langue, le français, un cadre tout aussi différent, le musée Théodore Monod. Pourquoi? Why? Pour vous présenter l'exposition Flux ramifiées et exquises de parenté, suivez mon regard. Très chers amis spectateurs et auditeurs de Baobab FM, je vous avais dit de suivre mon regard. Voilà, maintenant nous sommes dans l'exposition. Je m'en vais donner le soin à Gissia de vous présenter chaque œuvre, chaque module. Merci, Gissia. Bonjour. D'accord, où on est? On est où là? Alors là, nous sommes à l'intérieur du musée, dans la première partie de l'expo qui se trouve au rez-de-chaussée, qui s'appelle donc Mourning the Dead, qui veut dire faire le deuil de nos morts, le deuil aussi des parties de l'histoire, le deuil de certaines situations très lourdes que pour beaucoup de raisons nous avons du mal à le faire. Juste derrière vous, vous avez des podcasts, ce sont des récits qui vont nous conter en fait des récits terribles sur par exemple des corps qui ont été mutilés, qui ont été détruits, dont une partie se trouve on ne sait pas où, une autre partie récupérée. Donc des fois on a juste besoin aussi de la terre parce que les parents ne sont plus là, ou les grands-parents ou les ancêtres ne sont plus là. On ne peut pas faire leur deuil parce qu'on n'a pas retrouvé leur corps ou pour quelque autre raison que ce soit. Et au moins une terre, un morceau de quelque chose pour rappeler ça et pour pouvoir justement faire le deuil. Donc c'est une partie qui est assez importante parce qu'elle est douloureuse, mais elle appelle aussi à aller de l'avant. Donc là nous sommes sur une partie qui parle du vivant, des animaux, des lions notamment, qui sont un grand symbole en Afrique et notamment au Sénégal, avec derrière vous une vidéo qui retrace l'histoire et surtout la tradition du faux lion du Sénégal et qui va nous permettre de comprendre comment ce personnage qui est parti du Sénégal, qui a été un peu faire le tour du monde et qui est revenu pour toujours dire que peu importe si on voyage, on sait toujours d'où l'on vient. Et nous avons derrière nous une installation qui va vous permettre de comprendre un peu comment cette personne se met dans la peau et dans l'esprit surtout du faux lion du Sénégal avant d'aller arpenter les villages et les rues. Alors là nous sommes donc dans la deuxième partie du lion. Cette fois-ci nous sommes avec les lions du Kenya, appelés les lions de Tsavo. Leur histoire, c'est une histoire assez émouvante. Nous sommes en 1890, nous sommes au Kenya. Il y a la construction d'un chemin de fer entre le Kenya et l'Ouganda. Bien sûr, ils n'ont demandé l'autorisation à personne, et quand je dis à personne, c'est aux vivants, aux animaux, à l'environnement qui est autour. Et donc deux lions attaquent farouchement et sauvagement certains travailleurs de ce chemin de fer là. Bien sûr, ces deux lions sont tués. En fait, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que maintenant et depuis quelques années, ils sont visibles en exposition au musée de Chicago, un des musées de Chicago, donc aux États-Unis. Et donc cette partie-là est vraiment importante parce qu'elle pose deux grandes questions par rapport à l'exposition. La première question, c'est que justement, on peut même prendre l'exemple des musées. Les musées sont des concepts qui viennent d'Europe d'ailleurs et qui sont venus en Afrique. Et donc dans cette continuité-là de cette première question, est-ce que on a posé la question, est-ce qu'on s'est demandé dans quel environnement on arrivait, est-ce qu'on a essayé de s'adapter ou est-ce qu'on est juste venu imposer un concept, une idée. Donc ça c'est la première vraie question, parce que là on voit l'appel du vivant, l'appel de ces deux lions qui se sont battus à leur façon, qui ont essayé de dire voilà, nous ne sommes pas d'accord, vous n'avez pas consulté. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier appel fort. Et la deuxième question, c'est que maintenant que ces deux héros
maintenant qui sont considérés comme des héros. Ces 2 lions qui sont empaillés et qui sont maintenant à Chicago, donc très loin en fait de leur continent originel qui est l'Afrique et notamment donc le Kenya. Le Kenya essaie de les rapatrier donc à la maison depuis des années et il n'y arrive pas pour des raisons qu'on peut s'imaginer, notamment que ces 2 lions maintenant qui sont connus, beaucoup de gens voyagent, beaucoup d'amoureux de la culture voyagent pour aller les voir parce qu'ils savent qu'ils sont à Chicago, aux États-Unis. Donc effectivement, cette perte pour eux serait peut-être quelque chose d'assez, en tout cas pas très favorable. Mais toujours est-il que ça pose la question de la restitution du patrimoine et la restitution des œuvres d'art qui devraient, pour cette histoire particulièrement et ces 2 lions, revenir au Kenya. Spectateurs et auditeurs de Baobabs FM, vous voyez bien, je suis dans une autre partie de l'exposition. À côté de moi, Maïssa Tounkara. Bonjour Maïssa. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien même. Que représente cette partie pour l'exposition? Voilà, donc vous êtes dans une partie du musée qui s'appelle Espace de médiation culturelle. Hein? Voilà, et donc dans cet espace de médiation culturelle, moi je suis là en tant qu'animateur artistique. Hein? Voilà, qui fait des ateliers, surtout la peinture sur sable et la protection de l'environnement du musée. D'accord. Pouvez-vous nous parler plus par rapport aux ateliers? Ok, les ateliers, vous avez les enfants qui sont présents. Et donc c'est une politique qu'a menée le musée pour donner aux enfants de vivre un espace muséal. Donc c'est pour cela que le musée a créé cet espace pour pouvoir retenir ces enfants-là. Au lieu de faire les tours de Dakar, ils vont rester dans le musée et en même temps pratiquer l'art. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Donc vous êtes là avec les enfants. Pourquoi le choix spécifique des enfants? Bon, parce que toujours on dit pour avoir une bonne plantation, il faut planter de la bonne graine. Et donc la bonne graine, c'est les enfants. Nous, peut-être, on n'avait pas cette chance de vivre le musée. Mais avec les enfants, tu pourras les donner cette chance. Et ils vont grandir avec cette chance et amener aussi leurs enfants demain. Donc c'est ça le musée du futur. Que dites-vous aux spectateurs et aux auditeurs? Ils vous écoutent? Ah bon, je l'ai dit, vous êtes les bienvenus au musée Théodore Monod et venez découvrir le musée avec ses spécifiques quand même. Pas mal de choses à voir dans le musée. D'accord, donc vous avez bien entendu. Amenez vos enfants, qu'ils viennent passer du bon temps avec Tounkara, qui est là, tout accueillant. Donc merci Monsieur Tounkara. Ah, merci à vous de même. C'est un plaisir d'avoir fait un tour. À partager même. Merci beaucoup. Là, nous sommes dans un espace qui s'appelle Mbok, qui est une médiathèque qui va proposer bien sûr des livres, de la lecture pour grands, pour petits, qui va proposer des podcasts aussi, toujours en relation avec l'exposition. Et ce qui est vraiment important dans cette installation, c'est vraiment l'aspect non seulement ludique, mais très ouvert à l'autre, très dans le sens du partage. Comme vous pouvez voir, toutes les deux on est assises tranquillement en train d'échanger. Et c'est un peu ça que l'exposition aussi voulait montrer, ce rapport et cette ouverture à la société et surtout cet accueil qui est très important et dont on va reparler tout au long de l'exposition, qui est un aspect vraiment très important. Et voilà, toute la famille, les amis, même des personnes qui ne se connaissent pas peuvent venir découvrir des bouquins, des livres, des histoires et se sentir à l'aise dans une atmosphère vraiment accueillante et surtout pouvoir échanger avec les autres. Me revoilà avec Maïssa Tounkara. Bonsoir Maïssa. Oui, bonsoir madame. Nous sommes dans l'espace des enfants, n'est-ce pas? Voilà, ici c'est l'espace créatif des enfants même. Qu'est-ce que nous avons là? Bon, ici vous avez une melting pot d'œuvres d'art créées par les enfants eux-mêmes. Donc on a des perlages, on a des recyclages et on a aussi de la peinture. D'accord, si je vous entends bien, c'est les enfants qui ont créé ces œuvres d'art, ces très beaux œuvres d'art. Voilà, ça c'est la création des enfants. Parce que c'est des enfants aussi qui sont des êtres muséals. Hein.
On peut même dire que ce sont des muséologues. D'accord, donc c'est ça. Et parmi ces œuvres d'art, nous avons quoi et quoi? Bon, ici vous avez des œuvres qui sont faites à base de perles. Voilà. Donc moi toujours je l'ai dit que la couleur, on peut l'obtenir. Mais comment obtiendrons ces couleurs? À travers toutes les couleurs qu'on a. On a les papiers qui sont peints. On a des perles, on a des sables qui sont peints aussi. Et donc à partir de ces couleurs, nous, on peut réaliser notre peinture. Et les enfants aussi ont bien vécu cela et ils l'ont montré. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière le choix des couleurs? Ah oui, il y a du travail même. Parce que d'abord, ils dessinent. Après avoir dessiné, ils font faire leur projection de couleurs. D'accord. Et les enfants, c'est vous qui leur apprenez à dessiner ou bien ils viennent avec leurs connaissances en dessin? Donc il y en a ceux qui viennent avec leurs dons et il y en a ceux que j'ai enseignés. Voilà, parce que moi ce que je dis, l'art se trouve dans toutes les veines. Mais juste il s'agit de le réveiller et que l'enfant aussi sache que ça, il dormait en lui-même. D'accord, ça veut dire que vous aidez les enfants à se révéler à eux-mêmes. C'est très bien. Donc, parmi les œuvres, on a vu différents animaux. Pourquoi les animaux? Parce que c'était des jours d'atelier. Comme on dit que cette journée, c'est l'atelier de perlage. Donc, ces ateliers-là, on fait que du perlage. Donc à travers ces perlages-là, les enfants disent que moi je vais faire tortue, l'autre dit je vais faire caméléon, t'as vu? L'autre dit je vais faire girafe, et tu sais les enfants. Donc c'est leur propre choix de dessiner des animaux. D'accord. Et en fait, est-ce que vous trouvez des difficultés par rapport à leur apprentissage? Est-ce qu'ils évoluent rapidement ou bien lentement? C'est ça. Donc là-bas, c'est juste, suffit de les encadrer. Mais les difficultés, on les rencontre partout. Hein? Parce que ce n'est pas facile d'enseigner de l'art à un enfant. Mais tu fais juste l'encadrer et le suivre dans son chemin là où il va partir. Donc là-bas, ça te facilite ta tâche. Oui, nous sommes dans un autre module. Comment s'appelle cette module? Alors ce module a été proposé par deux artistes qui nous viennent du Zimbabwe. On peut l'intituler Kurota, en tout cas l'espace dans lequel nous sommes là s'appelle Kurota. C'est un espace vraiment qui se veut ouvert encore une fois à la société. Ce sont des artistes qui ont fait des recherches, qui ont voulu aller plus loin et qui se sont malheureusement, qui ont rencontré des difficultés. Je vois des médecins avec des gants. On est dans un dépôt d'ordures? Non, le dépôt d'ordures c'est pour après. On est où exactement? Alors là, on est sur un atelier, un module qui va parler de la toxicité des objets, qui nous a été proposé par la curatrice Lotte Arns et qui va traiter en fait effectivement du rapport entre l'objet et la toxicité et entre nous, les visiteurs ou les personnes qui travaillent tous les jours à côté de ces objets ou avec ces objets. Pourquoi choisir la toxicité? Pourquoi le thème de la toxicité? C'est un thème qui est important parce que c'est un thème qui est dont on ne peut pas vraiment le contourner. Quand on parle du musée, de la vie au musée, nous sommes obligés de parler de la vie des objets et notamment de comment ils vivent entre guillemets dans les musées. Et donc là, pour vous donner un petit aperçu en fait de ce dont on parle, avant, comme anecdote, avant un objet d'art, notamment dans les musées, mais en fait on les protégeait de notre main, de la main humaine malencontreuse et après, avec le temps, puisque le but finalement de l'objet, c'est de durer, surtout dans un musée, c'est de durer le plus longtemps possible et vraiment traverser des générations et des générations, ce qui va inclure la question du temps. Est-ce qu'un objet peut tenir aussi longtemps dans le temps comme ça, naturellement? La réponse est très peu non, très peu probablement. Et en fait, donc pour le faire durer dans le temps, on va lui
donner, comment je vais dire ça, lui infliger beaucoup de matières, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de produits toxiques, pour qu'il soit à l'épreuve du temps, des intempéries, des insectes, de toutes les choses environnantes qui peuvent altérer un objet naturellement. Pour qu'il dure dans le temps et dans un musée et pour qu'il puisse être présenté des années, des décennies plus tard, il va devoir justement donc être figé à l'aide de ces procédés chimiques. Et donc, au contact maintenant d'un conservateur de musée par exemple, ou des personnes qui travaillent tous les jours à leur contact, cet objet va devenir toxique, va intoxiquer la personne qui va être en son contact, et cette personne va être obligée, pour se protéger, de porter des gants et des masques vraiment spécifiques. Que représente cette vidéo ? Alors c'est une vidéo, donc on voit un poumon. On peut s'imaginer que c'est un poumon qui a été donc attaqué. Et je crois que c'est même pas de l'imagination, mais bien sûr on laisse toujours aussi une partie aux visiteurs pour comprendre par rapport au contexte dans lequel on est. Et là donc il s'agit donc d'un poumon qui a pu être endommagé, être touché par justement cette toxicité en s'approchant ou en travaillant de trop près et trop constamment avec un objet et sans être protégé. Est-ce qu'il y a aussi longtemps que vous pouvez vous rappeler des personnes qui sont vraiment affectées par les produits, aussi bien les produits que les objets ? Alors il y a eu effectivement, il y a des témoignages qui montrent justement que certaines personnes ont été touchées, et c'est ce qui a notamment qui a été une inspiration aussi pour c'est pas une dénonciation encore une fois, mais pour pointer du doigt un réel problème. La santé est un problème très important, et la santé humaine est à prendre en compte aujourd'hui et en tout temps. Et donc il y a effectivement eu des retours de maladies et de personnes touchées par cette toxicité au quotidien. Ça, c'est un autre module. Oui, tout à fait, c'est un autre module. Alors, là nous sommes en RDC. Et nous allons apprendre comment l'éphémère peut être important. Là nous voyons qu'il y a des femmes donc dans ce village, Makwacha, si je le prononce bien, qui dessinent, qui peignent des symboles traditionnels sur les devantures de leur maison, et qui, à la saison des pluies, à chaque saison des pluies, ces dessins, bien sûr, sont appelés à disparaître. Et en fait, ça nous apprend aussi quelque part cette approche, cette importance de devoir recommencer, de prendre l'éphémère comme une chance et d'aller dans le même rythme que la nature, d'accepter la nature et ce qu'elle nous donne, et d'accepter que quelquefois effectivement les choses peuvent disparaître, et nous pouvons avec vraiment une belle conscience recommencer. Le recommencement n'est jamais facile à intégrer quand il n'est pas vraiment éduqué. Souvent on va dans ces genres de circonstances-là, justement pour ne pas avoir à recommencer, on va prendre plutôt des peintures chimiques qui vont avoir un impact encore une fois sur l'environnement, sur le village, etc. On va prendre ces peintures chimiques pour les apposer là et pour ne plus jamais pouvoir ou avoir à devoir exactement refaire. Alors que là c'est un peu la leçon inverse qui nous est donnée, d'aimer justement refaire, parce qu'en refaisant on prend soin de nous, on prend soin des autres, on prend soin du village avec des procédés beaucoup plus proches de la nature. Donc là nous sommes sur l'atelier de Rosila Goussanou, atelier de recherche qui va nous permettre de comprendre et surtout de se poser la question sur le devenir des objets.
dans une décennie ou même un peu plus longtemps, que vont devenir ces objets. Nous nous posons aussi la question, elle se pose aussi la question par rapport à la surconsommation et surtout à la surproduction des œuvres d'art aujourd'hui, parce que dans un futur proche ou lointain, on se demande vraiment qu'est-ce que ça va devenir. Il pourrait très bien en fait se retrouver dans une décharge, dans une benne, dans une poubelle, et avec en fait en côtoyant d'autres objets qui n'avaient finalement rien à voir. Donc un objet d'art demain peut se retrouver dans un même espace qu'un papier toilette ou qu'une peau de banane ou je ne sais encore quoi, pour vraiment montrer en fait finalement qu'est-ce que l'on peut faire, quelles questions on peut se poser dès aujourd'hui pour éviter cela. Alors, dans le cadre de la lutte contre la surconsommation, la surproduction, faudrait-il demander aux artistes de cesser de produire ou bien de limiter leur production? Alors c'est une grande question. Il y a les artistes bien sûr qui sont dans cette question. Il y a aussi finalement tout le monde artistique et tout le monde culturel, les espaces d'art qui demandent finalement aux artistes aussi de produire pour ensuite donc présenter une exposition. Donc c'est vrai que c'est vraiment une grande question qui va devoir être posée vraiment à tous les acteurs artistiques et culturels et devoir justement trouver des réponses en adéquation avec l'environnement, pouvoir se projeter dans le futur. Vraiment pour pouvoir répondre à cette question. Je pense que ça mettra un peu de temps, beaucoup d'initiatives et déjà justement cet atelier est une initiative justement à se poser cette question-là et à essayer de trouver des réponses. Vous voyez, c'est un module, encore une fois, c'est vraiment très interactif et assez ludique. Tout le monde peut prendre part à cette exposition-là. Et là, on a des craies, on a un tableau où nous pouvons mettre des parties de réponse. Encore une fois, les visiteurs, les journalistes, ceux qui ont des petites idées, des mots à écrire qui peuvent impacter, qui peuvent inspirer justement à cette question que vous venez de poser. Donc voilà, ils peuvent laisser une marque, une trace, et ensuite, pourquoi pas, on peut vraiment se pencher dessus et proposer encore autre chose par la suite et se servir déjà de ça comme un premier pas. C'est l'espace virtuel. On m'a même demandé de me mettre dans le cercle pour pouvoir porter mon casque. Ah, d'accord, donc... Alors elle est dans le musée, ce même musée, mais en réalité virtuelle, où elle va rencontrer plusieurs pièces, plusieurs objets du musée lui-même, mais aussi elle va rencontrer peut-être une vache, je crois. Peut-être que c'est ça qu'elle vient de voir. Passons à un autre espace avec l'artiste Ekaterina Golovko qui va nous proposer, qui elle est vraiment partie avec son appareil photo et a été dans les déserts du Sénégal où elle a pu justement voir, elle a pu se rapprocher de la nature et voir ce que la nature avait à offrir. Là on est dans un côté un peu plus concret des choses.
Nous avons des exemples derrière nous, des magnifiques photos qui sont des termitières, qui sont créées, des espèces de petites grottes comme vous voyez, qui sont créées par les fourmis et qui nous apprennent aussi la conservation. Parce que ceux qui connaissent le désert, quand ils se promènent dans ces zones sèches et qu'ils s'approchent de ces termitières, alors ils savent qu'il y a une fraîcheur qui arrive, une fraîcheur qui est là. Donc ça prouve cette conservation qui est possible et pour éviter justement l'aspect aussi toxique dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une alternative dont nous pouvons nous servir. Nous pouvons regarder ces fourmis, parce que ce sont ces fourmis qui sont derrière ces édifices, et nous en servir, copier ça pour le remettre dans nos vies de tous les jours, dans la vie muséale aussi, pour justement casser avec le côté toxique chimique et apporter beaucoup plus de nature et toujours être vraiment en relation avec la nature. Et aussi un aspect dont elle parle à travers ces photos, c'est vraiment aussi encore une fois la tradition orale africaine qui est très importante, et avec ces édifices nous pouvons nous mettre peut-être dedans ou autour, qui rappelle aussi l'arbre à palabre ou l'espace à palabre où l'on peut échanger de façon vraiment humaine, sentir les vibrations des uns des autres, qui est aussi très important. Elle a voulu mettre ça aussi en valeur dans son travail. Très chers spectateurs et auditeurs de Baobabs FM, après avoir fait les tours, les contours et les pourtours de l'exposition Fleurs ramifiées et esquisses de parenté, nous en sommes à la dernière partie de la visite qui va bientôt s'accentuer dans l'élargissement, le développement de ce que nous avons vu dans l'exposition. Alors, avant de commencer, je m'en vais demander à Guissia de se présenter. Guissia, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous dire aux auditeurs, aux spectateurs qui vous êtes? Alors, je suis actrice culturelle, je travaille dans le milieu de la culture et de l'art depuis près de 10 ans maintenant, et notamment dans le domaine de la coordination, de la médiation culturelle et conférencière, de la curation aussi. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on dit curatrice. Et en fait, tout ce qui a trait vraiment au monde artistique et culturel. D'accord. Parlez-nous de l'exposition Fleurs ramifiées et esquisses de parenté. Alors, c'est une exposition qui est le fruit de 5 années de recherche, même plus que 5 années de recherche, entre 5 universités qui sont entre l'Afrique et l'Europe. C'est une exposition qui va soulever beaucoup de sujets, va mettre en lumière beaucoup de propos sur la vie muséale, sur ce qui se passe dans les musées et dans le monde de l'art et de la culture en général. Et ça va parler notamment du problème de la conservation, du problème qui est lié directement à la conservation, à savoir la toxicité. Ça va parler de la question du patrimoine et l'importance de la restitution du patrimoine et des œuvres d'art. Ça parle de beaucoup de points, et ces points-là sont divisés en modules, plusieurs modules. Ça va parler aussi de l'appel au vivant, de l'écologie, d'une certaine conscience que nous devons amener, mais surtout aussi de l'ouverture à la société. Et là d'ailleurs, nous sommes assises confortablement sur les marches de ce musée où l'architecte Rossila Goussanou nous a fait donc une entrée spéciale, vraiment pour appeler les personnes à être ensemble, à partager. C'est vraiment un espace ludique. À notre gauche, vous pouvez voir des enfants qui s'amusent sur l'estrade avec leur mère. À droite, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir, c'est vraiment un espace pour casser un peu l'aspect, je vais dire, austère de l'entrée d'un musée comme on se l'imagine, et vraiment pouvoir créer déjà ce premier appel à l'autre. Et ce premier appel et cette première ouverture au public, et vraiment pouvoir interagir. D'accord. Pourquoi le choix du musée Théodore Monod?
Alors c'est un choix vraiment qui s'est fait, j'ai envie de dire, par hasard. Évidemment, Théodore Monod, qui est directement affilié à l'université Cheikh Anta Diop, ici au Sénégal, fait partie de cette recherche, fait partie de ces 5 universités de recherche. Donc c'est au fil du temps et au fil de l'organisation de l'exposition que finalement en fait les organisateurs, les acteurs de cette exposition ont trouvé que le musée était un bon lieu, un bon espace pour accueillir cette exposition-là. Que représente la présence d'autant de modules différents? Alors il y a, c'est vrai, 8 modules si je ne me trompe pas, peut-être même un peu plus. En fait, c'est vraiment une collaboration entre ces universités, donc il y en a déjà 5, c'est déjà beaucoup. Donc plus tous les chercheurs qui sont derrière, je crois qu'il y en a une 12aine, plus les artistes qui participent aussi à cette exposition. Donc il y en a beaucoup, je n'ai pas le nombre en tête exact, mais vous voyez déjà qu'on est sur une vingtaine de personnes qui proposent donc différents modules. Et l'intérêt en fait de ces modules, c'est que ils ont été faits, ils ont été pensés, ils ont été créés et concrétisés vraiment indépendamment les uns des autres. Ça c'est vraiment important à comprendre et à savoir. Et ce qui est très intéressant et presque magique dans le résultat, dans la finalité de cette exposition, c'est que malgré le fait qu'ils aient travaillé indépendamment, on arrive à voir des ramifications et des liens de parenté finalement, d'où le titre flux ramifié, esquisse de parenté. Donc c'est vraiment ce lien-là qu'on peut voir et qui s'étend avec le public, avec les visiteurs, dont nous sommes toujours heureux de recueillir les impressions parce qu'ils nourrissent aussi l'exposition. Avec leurs propos et tout se mélange, tout se mêle pour ne former quelque part que plus qu'un dans cette compréhension de cette exposition-là qui est assez dense. Et l'intérêt des modules, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir parler de beaucoup de sujets spécifiques dans le monde du musée. Mais pouvoir créer une symbiose et que tout le monde comprenne ses propos et tout le monde puisse vraiment y prendre part et peut-être répondre à certaines problématiques. Ok, Licia, qu'avez-vous envie de dire au public qui vous écoute? Alors j'ai envie de les inviter bien sûr à venir voir l'exposition qui est là jusqu'au 15 septembre 2024 et qui est vraiment très ludique, qui nous informe de beaucoup de choses sur l'Afrique, sur les musées, sur cet équilibre et ce partage entre l'Europe et l'Afrique et tellement d'autres choses. C'est tellement difficile parce que c'est vraiment une exposition dense, c'est difficile de vraiment rentrer en quelques mots dans les détails, mais c'est une exposition où tout le monde pourra se retrouver, les grands, les petits. Comme j'ai dit, il y a des ateliers où vous pouvez vraiment prendre part à l'exposition, à l'expérience de cette exposition, comme vous-même, Yacine, vous l'avez fait avec notamment la réalité virtuelle. Qui était très très émouvant. Mais aussi il y a un atelier notamment où vous pouvez vous mettre dans la peau d'un conservateur de musée, toucher les objets et vous faire en fait votre propre opinion vous-même. Et donc cette exposition est vraiment cette articulation de tous ces modules où vraiment tout le monde pourra s'y retrouver et apprendre quelque chose et repartir vraiment plus riche. Quel est ton dernier mot? Venez nombreux visiter l'exposition. D'accord, venez nombreux visiter l'exposition. Toute cette présentation, toute l'exposition tire à sa fin. Très chers amis auditeurs et spectateurs de Baobab FM, nous vous disons à samedi prochain pour un autre numéro de Baobab Talk Show. Avant de terminer, je m'avais bien sûr remercié de vive voix le technicien, l'homme de l'ombre qui est derrière tout ce grand travail, Boubacar Ndiaye. Merci beaucoup pour tout
Et voilà, merci à tous les spectateurs et auditeurs de Baobab FM. 89.2, c'est la radio de la cité, la radio qui vous ressemble et qui vous rassemble, la radio qu'il faut toujours regarder, la radio qui est intéressante et quand c'est chaud, c'est sur Baobab FM 89.2. Merci.